Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission La vie en Vosges. Nous nous intéressons cette semaine aux troubles 10 et pour cela, 3 invités sont avec nous. Athénaïs Fondrevel a été diagnostiquée dyslexique à l'âge de 6 ans. Aujourd'hui, elle est l'auteure d'une bande dessinée 10 et ordinaire aux éditions Lapin. Elle nous partagera son parcours. À ses côtés, Anne Capron, présidente de l'association AP10 88, regroupement majoritairement des parents d'enfants ayant des troubles 10. Et enfin, également avec nous, Noémie Klein, fondatrice de Kouloukou, un jeu éducatif intelligent destiné à favoriser la réussite scolaire des enfants 10. Que sont les troubles 10 ? Quelles sont les conséquences sur le quotidien ? Quel rôle pour les associations comme l'AP10 ? Quels outils ? On en parle pendant 26 minutes. Bonjour mesdames. Bonjour. Merci d'être sur notre plateau. Athénaïs, on va démarrer avec vous. Je le disais en introduction, vous avez été, le premier diagnostic a été posé, vous aviez 6 ans. Est-ce que vous vous souvenez de cette période difficile, j'imagine, parce qu'on ne sait pas ce qu'on a et comment vous l'avez vécu ? Alors, moi j'étais enfant, donc du coup, oui, j'avais des difficultés, mais de mettre un mot dessus, ça m'a pas... Je pense que ça a plus rassuré mes parents, parce que de voir un enfant qui a des difficultés, quand on met un mot dessus, c'est pas la faute c'est pas la faute des parents, c'est pas la faute non plus de l'école, c'est vraiment, il y a un problème. Je pense que ça rassure, voilà, c'est important, je pense, le diagnostic pour ça. Donc il y a eu d'abord le diagnostic à 6 ans pour les troubles dyslexiques, c'est ça ? C'est ça. Et après, il y a eu un autre diagnostic ? Oui, à 11 ans, du coup, je suis allée voir un neurologue. Et là, du coup, on a mis plus dyslexique, dysorthographique et dyscalculique. Enfin, voilà, dyslexie, dysorthographie, c'est des choses qui vont généralement ensemble. Et après, la dyscalculie, c'est tout ce qui est logico-mathématique. Enfin, voilà, donc ça a été mis après. Voilà. Et pareil, de toute façon, je le savais déjà. Et je pense que j'avais un peu fait le deuil de guérir de ça à ce moment. Enfin, déjà en CP, quand on m'a dit que j'étais dyslexique, j'étais un petit peu déçue parce que je m'étais dit, en fait, il suffit juste de travailler et je vais m'en sortir. Et là, quand on m'a dit, normalement, c'est quand même un peu pour la vie. Hein. Bon, il y a une rééducation qui existe, mais a priori, ça va être un peu compliqué. Mais c'est vrai que j'étais un petit peu déçue, mais je me souviens de mes parents, enfin, en tout cas, surtout ma mère, qui était très rassurée d'avoir un mot dessus. Voilà. On comprenne quel était le Puis de problème. déculpabiliser un petit peu les parents, de se dire, OK, c'est pas de notre faute, il y a un souci, quoi. Alors, comment sont diagnostiqués justement les troubles 10, Anne Capron ? Alors c'est très divers, ça dépend comment c'est découvert déjà. La première personne qui est susceptible, en ce qui s'agit de la dyslexie, c'est souvent l'enseignant, la maîtresse, qui va voir que l'enfant a des difficultés, qui va en faire part aux parents, et le parent devrait se diriger vers le médecin qui suit l'enfant. Et le médecin qui suit l'enfant va conseiller tel ou tel professionnel. Donc ça dépend du degré de gêne, de handicap, de la répercussion du trouble qui est différent d'un enfant à l'autre. Et à partir de là, soit c'est l'orthophoniste qui intervient, soit les troubles sont multiples et perceptibles. Et à ce moment-là, c'est plus un professionnel en milieu hospitalier, un pédiatre qui va suivre l'enfant et qui va, lui, faire un bilan complet. Ça, c'est très important. Le bilan qui est complet, on va aller voir s'il n'y a pas d'autres troubles derrière et vers quelle rééducation il faut diriger l'enfant. Voilà. J'imagine qu'il n'y a pas d'âge pour faire ce diagnostic, puisque ça va dépendre quand est-ce qu'on va remarquer finalement quel problème. Tout à fait. C'est peut-être finalement au moment où la lecture intervient, où on apprend à lire. Est-ce qu'il y a un lien, j'imagine, quand même ? On peut le déceler dès la maternelle. Mon fils, il était incapable de reconnaître les couleurs sur le papier, mais une voiture rouge dans la rue, parce qu'il y avait un mouvement, il la reconnaissait. Tout dépend de la situation. Alors, c'est des petits signes d'alerte. Est-ce qu'il y a une cause au trouble 10, un facteur qui peut entraîner ces troubles ? Est-ce que c'est génétique Noémie ou Anne, n'importe, allez-y. Disons qu'il y a un consensus scientifique sur le fait que c'est une cause génétique. Notamment pour la dyslexie, ils ont identifié plusieurs chromosomes. Maintenant, la recherche, elle a quand même vraiment avancé là-dessus. Mais oui, donc c'est génétique et c'est aussi, de facto, c'est héréditaire. On a c'est 60% de chance, il me semble, de plus si vous-même vous êtes atteint d'un trouble 10 que votre enfant le soit aussi. Donc
Il y a aussi d'autres situations qui sont... Maintenant, on fait un pacte commun avec les grandes prématurités, Oui. ou aussi des enfants qui ont un enfant qui a des troubles autistiques peut avoir des troubles 10 comme un haut potentiel. C'est la loterie, quoi. Et d'un enfant à l'autre, sur la même fratrie, les troubles peuvent être différents. Une gestion encore très compliquée aussi oui. Dans les familles où plusieurs enfants sont concernés. Noémie, on va parler de Koulou Coucou très rapidement dans l'émission, mais donc c'est l'objet qui est devant vous. Mais c'est un projet qui est né pour aider votre fille, notamment au départ, c'est ça l'idée ? Oui, effectivement, pour rebondir sur le côté héréditaire, effectivement, nous, on avait quand même des troubles de 10 des deux côtés de la famille. Donc, effectivement, c'était déjà une source d'inquiétude parce que je connais les répercussions sur la scolarité. Et ensuite, quand on lui a diagnostiqué une autre maladie qui pouvait effectivement créer des troubles du raisonnement logique ou de l'hyperactivité, et l'éloigner de l'école pour des traitements, là je commence à me dire oui, bon, ça commence à faire beaucoup, il faut que je trouve un moyen de l'aider au quotidien, de la soutenir dans ses apprentissages. Et voilà. Petit à petit, c'est comme ça qu'est né c'est ça. Koulou Coucou, dont vous allez, c'est pas facile, hein, dont vous allez nous parler juste après. Oui. Et on va revenir parce que vous parliez tout à l'heure de différents troubles. En effet, on parle beaucoup de dyslexie, mais ce n'est pas le seul trouble qui existe. Anne, Athénaïs peut-être, vous nous parliez de dyscalculie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit très clairement ? La dyscalculie, comme on le disait aussi juste avant, c'est que chaque personne 10 a des troubles 10 différents. Enfin, c'est pas parce qu'on est dyslexique que tous les dyslexiques ne se ressemblent pas, en fait. Oui, donc, bien sûr. Il y a ça aussi à prendre en compte, parce que la définition, elle est générale, mais bien sûr, c'est des cas particuliers à chaque fois. Et donc, pour mon cas, en tout cas, la dyscalculie, c'est vraiment la logique des chiffres. J'ai vraiment du mal à, par exemple, rendre la monnaie, faire des additions simples, dans un cas où je peux être un peu sollicitée par plusieurs autres informations. Et puis les ordres de grandeur, 10 000, 100 000, 1 milliard, ça ne me parle pas du tout, c'est assez abstrait. J'ai du mal à me représenter en fait, dans une ville s'il y a 6 000 personnes ou 60 000 personnes. A priori, 60 000, il y a peut-être plus, mais je ne vois pas en fait, la quantité de plus que c'est. Donc ça, c'est pour ma part. Après, je sais que d'autres dyscalculiques vont avoir d'autres gènes. Mais en tout cas, pour moi, c'est ça. Voilà, c'est tout ce qui est en rapport au nombre, la logique aussi, la logique mathématique. Ouais. Anne, on disait tout à l'heure d'autres troubles, dysgraphie aussi, dyslexie, c'est en rapport avec la lecture. D'une façon générale, c'est géré avec la dyslexie. Dyslexie, dysorthographie, dysgraphie, dyscalculie, on fait un petit paquet. Après, il y a tout ce qui est praxique, donc l'appréhension, se déplacer dans l'espace, il y a tous ces troubles de la coordination. Et il y a la dysphasie. Alors la dysphasie, c'est les troubles du langage, parler, hein, mais pas seulement, c'est aussi recevoir le message. C'est ça qui est très important, que beaucoup d'enseignants, je dirais, ou de personnes, même de la famille qui accompagnent l'enfant ne saisissent pas, c'est que ça va dans les deux sens. C'est une personne qui va avoir du mal à parler, mais aussi qui va avoir du mal à recevoir le message. C'est un peu comme si elle était dans un pays avec une langue étrangère. Ah oui, donc, ça va dans les deux sens. Il y a un besoin de reformuler jusqu'à ce que ce soit quelque chose qu'elle puisse comprendre. Il y a différents degrés aussi, hein, c'est pas toujours... C'est au cas par cas, comme vous le dites, Athénaïs, c'est vraiment chaque personne est différente de toute façon, donc forcément les répercussions ne sont pas les mêmes. La dysorthographie, c'est vraiment donc les troubles de l'orthographe, c'est très clairement très simple. Des fautes, des confusions, d'un mélange de syllabes, les mots qu'on n'arrive pas à écrire, les sons qu'on peut confondre, des sons proches qui sont mélangés, tout ce qui est écrit. Coller les mots les uns à la suite des autres, ne pas se repérer sur une feuille de papier, savoir la marge, la fameuse marge, écrire dans la marge ou commencer au milieu de la page. Il n'y a pas vraiment de repères. Ce ne sont pas des choses qui sont accessibles tout de suite. Il faut vraiment un entraînement. C'est pas naturel, il y a vraiment un engagement de la personne pour réussir à mettre en œuvre. Il y a avec les séances d'orthophonistes, il y a une progression tout de même. On ne peut pas guérir, entre guillemets, à 100% des troubles 10, mais il y
Il y a une évolution, j'imagine, Athénaïs? Oui. Bah, après, pour ma part, là, j'ai 31 ans et j'ai encore beaucoup de mal à orthographier la plupart des mots que j'écris. Donc, en fait, le support numérique m'aide énormément parce qu'en fait, ça corrige, ça me propose des solutions. Donc voilà, moi, je m'appuie énormément sur l'outil numérique pour écrire. Je pense que j'aurais vraiment du mal. Bah, mes BD, je les fais à la main, mais là, c'est tapé par ordinateur. Enfin, donc voilà, en fait, je suis toujours en train d'avoir cet outil-là qui m'aide, surtout pour la dysorthographie. C'est vraiment un besoin. Et pour c'est ça. Et effectivement, la confusion des sons, le che, le je, le feu, pour moi, ça... C'est pas que j'entends la même chose, mais en fait, je sais jamais c'est lequel. Et avec la fatigue, avec le stress ou quoi, ça accentue en plus cette confusion. Cette confusion-là, ouais. Voilà. Alors, on ne se rend pas forcément compte, je pense, quand on n'est pas concerné de près ou de plus loin, de ce que cela implique au quotidien. Je vous propose qu'on regarde un reportage qui va nous donner un petit aperçu, bien évidemment. La vie des 10, un reportage tourné en décembre 2021 et signé Marie-Danielle Rogovitz et Léa Turquier. Toute ressemblance avec des personnes ne serait pas fortuite, car c'est le but de cette classe reconstituée par 2 associations de parents dans les Vosges, qui proposaient récemment à Rambervillers à des enseignants et accompagnants d'élèves en situation de handicap de découvrir ce que veut dire être atteint d'un ou plusieurs troubles 10, troubles du langage écrit par exemple, comme la dyslexie, dysorthographie et dysgraphie, qui se manifestent par des confusions et inversions de sons et de lettres, une écriture lente ou illisible. Pour en prendre la mesure, il faut se prêter à un jeu écrire avec un gant, par exemple, et la main inverse à sa pratique normale. On peut en sourire, mais c'est l'enfer au quotidien pour les enfants qui en souffrent. Ça demande beaucoup de concentration. C'est pas du tout évident. Je crois que si j'étais en classe, je rendrais le tablier au bout d'une demi-journée. Là, c'est sur 15 minutes. Si c'est sur 2 jours, moi, ça ferait longtemps que je crois que j'aurais quitté l'école. Là, on est à peu près au milieu de la séance, mais vous allez voir, à la fin, les gens sont épuisés. Souvent, on dit qu'il y a au moins 1 ou 2 élèves par classe qui sont concernés par ces troubles. Rien que sur le secteur de Rambervillers, il serait 250 enfants dyspraxiques, le terme qui englobe tous ces troubles 10. La science les explique par des problèmes de coordination motrice d'origine développementale. Ces enfants n'ont pas de retard intellectuel, mais sombrent souvent dans l'échec scolaire, faute d'une école adaptée à leur handicap. Il existe déjà le système Ulysse, dans les Ulysse-écoles, Ulysse-collèges, qui est ce principe de petits groupes d'élèves qui travaillent sur leurs difficultés, souvent en maths et en français, et qui intègrent leur classe de référence en inclusion avec leur groupe d'âge. Un enfant qui a des troubles 10, s'il a les aménagements qui conviennent, oui, il peut rester dans sa classe. Des aménagements avec une personne pour les aider ou un ordinateur quand ils ne peuvent pas lire. Alors c'est qu'un petit aperçu, bien évidemment, mais est-ce que c'est aujourd'hui une sensibilisation qui est plus que nécessaire, Noémie, pour qu'on comprenne, pour que finalement le grand public comprenne ce que c'est les troubles 10? Oui, je pense qu'effectivement, le travail de ces associations est nécessaire. Moi, je discute avec plein de parents qui m'expliquent qu'ils ont même créé des PowerPoint et en début d'année, ils le présentent à leur instituteur pour expliquer le trouble de leur enfant et son impact sur la scolarité. Donc oui, malgré tout, effectivement, on a beaucoup progressé, notamment en termes de, c'est beaucoup plus les gens sont sensibilisés, connaissent mieux, mais effectivement, les enseignants pour le moment ne sont pas tous formés. Et donc, effectivement, oui, on rencontre des parents qui sont devenus des vrais experts, avocats, et qui vont faire le nécessaire pour qu'en classe, ça se passe au mieux. Clairement, c'est ça, on mettait un petit peu le doigt dessus avec les enseignants, les écoles. C'est aussi peut-être un manque de formation, un manque de sensibilisation des enseignants et peut-être un manque de temps aussi. Je les accable pas. Il existe beaucoup d'outils. Ce qui manque, c'est le temps et puis les ressources humaines. Sinon, les outils sont innombrables, ils se multiplient et ils sont là, il faut s'en servir. Alors, pour aider les enfants, on parlait d'orthophonie tout à l'heure, bien évidemment, mais avec des délais qui sont extrêmement longs. Il faut impérativement une prise en charge rapide, Anne, quand le diagnostic est fait, est posé. Oui. En fait, plus le diagnostic est posé tôt, plus l'enfant a des chances de pouvoir compenser de façon efficace.
un enfant qui est pris au CP, enfin, qui est détecté au CP, qui va avoir un accompagnement, ça s'appelle un PAP, au CP. Il aura toutes les chances de pouvoir progresser à peu près au même rythme que ses camarades avec les bons accompagnements. Et tout ça, ça dépend aussi de la répercussion des troubles. Si les troubles sont importants, il va falloir des outils de compensation importants. Il ne faut pas oublier que ce sont des enfants, la plupart avec une intelligence normale ou un peu supérieure. C'est une constatation. C'est pour ça on dit qu'on parle beaucoup des HPI, mais est-ce que c'est parce qu'ils ont développé des compétences qui sont liées à leurs troubles pour compenser? Mais ce sont des enfants qui ont beaucoup de volonté et qui, au quotidien, vont développer un tas de stratégies pour compenser leur handicap. Pour pallier. Et puis... Oui, oui. Athénaïs, quelle a été votre prise en charge quand vous étiez enfant? L'orthophonie, ça vous Oui, parle, j'imagine? oui. Alors, il n'y avait pas encore de pénurie d'orthophonistes à l'époque. Et du coup, je pouvais y aller donc 2 fois par semaine. Voilà, donc ce qui est assez énorme quand même. Ce qui est entre guillemets un luxe aujourd'hui, j'ai envie de dire, je pense pour beaucoup. Mais dans le quotidien d'un enfant, enfin en tout cas, c'est comme une activité extrascolaire, quoi. Enfin, on y va et enfin, voilà. Ça rentre dans le planning. Ah bah oui, ça rentre dans le planning, il faut y aller de toute façon. Et puis bah, voilà, mais effectivement, heureusement que j'ai eu cette prise en charge, donc pendant longtemps, jusqu'en 3e, je crois. Après, j'ai arrêté pour le lycée parce que j'en pouvais plus. Je crois que l'adolescence aussi, parce qu'en fait, on reste quand même des enfants normaux, je dirais, avec l'adolescence, les hormones et tout ça. Donc, du coup, à un moment, on a un petit peu marre de l'orthophoniste et on a envie de faire autre chose. Et donc, mais heureusement que j'ai eu ce suivi parce que j'ai quand même des gros soucis au niveau de la lecture et tout ça. Et je pense que, même là, à l'heure actuelle, je lis très, très mal, mais je pense que j'aurais vraiment été encore plus en difficulté si je n'avais pas eu ce suivi-là régulier. Et donc oui, non, c'est super important. Maintenant, en tant qu'adulte, vous n'avez plus du tout de suivi? Alors non, alors je dois refaire des bilans si jamais, par exemple, là je vais essayer de passer un concours administratif, donc il me faut le tiers-temps, je vais essayer de demander un ordinateur. Donc je dois repasser un bilan orthophonique parce que celui que j'ai fait était j'ai fait la fac, donc qui a été pour la fac. D'ailleurs, l'orthophoniste qui m'avait fait le bilan à l'époque pour la fac m'avait un peu rionné en me disant que c'était pas possible, qu'en fait je pouvais pas aller en master et être dyslexique, que là j'avais fait ma licence, donc en fait c'était impossible que je sois dyslexique. Donc il a été un peu étonné, il est un peu tombé de haut quand il a vu mon niveau de lecture, parce que, donc, ça va peut-être parler pour les orthophonistes et pour les parents, mais au test de l'Alouette, j'ai un niveau de fin de CP, début C20, donc je lis très mal, mais bon, voilà. Et donc il était assez étonné de ce niveau-là, quoi. Et donc il m'a proposé de recommencer une rééducation. J'ai dit non, c'est bon, là je suis adulte, je compense. J'arrive au quotidien à gérer, je fais des erreurs sur pas mal de mails, notamment. Et puis dans ma vie quotidienne, des fois, il m'arrive de confondre pas mal de trucs et tout, mais ça reste vivable et je compense avec ça. Mes amis sont au courant, donc mes amis m'aident aussi beaucoup. Donc non, à l'heure actuelle, à part juste faire ces bilans-là pour avoir ces aménagements, je ne suis plus du tout suivie. Compter sur son entourage, ça doit être quelque chose qui est très important aussi, j'imagine. Anne, je vous vois acquiescer. On s'appuie beaucoup sur l'entourage dans ces moments-là. Mais sur la famille, les parents, la compréhension d'abord des parents et ensuite du cercle familial élargi, des amis, des copains. Ça, c'est primordial pour un développement harmonieux, pour conserver son estime de soi. Et il faut en parler, visiblement, parce que sinon, il y a la méconnaissance et c'est peut-être à ce moment-là que se développent des moqueries, des choses comme ça, j'imagine. Il faut vraiment en parler, en fait. C'est pas tabou. Il y a un décalage énorme entre ce que la personne va pouvoir exprimer à l'oral et ce qu'elle va pouvoir produire. Et c'est ce décalage qui crée aussi une incompréhension. C'est là qu'on va dire il est paresseux, il se moque de moi, toutes les a priori qu'on peut avoir sur les personnes avec des troubles. Alors qu'on l'a vu dans le reportage, la dame disait si c'était moi, au bout d'1 heure, j'aurais rendu mon tablier. Et en fait, c'est ce qu'on ne comprend pas, c'est que ça demande un effort cognitif, intellectuel, vraiment
énorme, vraiment supérieur à un enfant lambda. Et c'est ce qui fait que c'est des enfants qui fatiguent beaucoup plus vite. Et donc, c'est cette dimension aussi là qu'il faut intégrer. Et après, effectivement, l'estime de soi, parce que c'est le fait d'être différent, de travailler plus, mais de ne pas y arriver, d'être dépendant. Donc, il y a aussi tout cet impact-là. Il n'y a pas seulement juste les notes et comment on progresse. Il y a aussi psychologiquement et en termes de confiance en soi, ce que ça implique. Alors Noémie, vous allez nous expliquer quel est l'objet que vous avez devant vous. On vous écoute, dites-nous tout. Moi, je suis partie effectivement pour soutenir ma fille de la lecture. N'hésitez pas à le prendre en main pour qu'on le voit bien à la caméra. Ouais, donc, c'est un objet intelligent et connecté. L'idée, c'était effectivement de soutenir l'apprentissage de la lecture de ma fille. Donc là, aujourd'hui, on le sait. Ce qui est important, c'est de détecter les sons qui composent les mots, ce qui va poser problème aux enfants dyslexiques. La conscience phonologique. Et aujourd'hui, ce qui va faire qu'un enfant sait bien lire, c'est l'étendue de son vocabulaire. Et la compréhension orale joue beaucoup. C'est pourquoi c'est important de lire, j'en profite, de lire des histoires à ses enfants tous les jours. Et donc, c'est un dispositif sonore. Là, en fait, en gros, on va rentrer la carte exercice. Ça va être récupéré d'un QR code et l'appareil va savoir de quel exercice il s'agit et chaque bouton va faire une autre question, un autre mot, un autre son qu'on va identifier. Notamment, j'entendais les confusions, je, voilà, ces exercices. Et l'idée, c'est d'avoir un outil qui permet de tout travailler. Parce que oui, on peut être dyslexique, mais même sans être dyscalculique, on va avoir des soucis en mathématiques parce qu'on ne va pas savoir lire correctement l'énoncé et ainsi de suite. La lecture, elle soutient tous les apprentissages. Et l'idée, c'était de ne pas accumuler, c'est ce que moi j'avais fait, énormément d'outils. Quand on vit dans un petit appartement en ville, c'est compliqué et puis c'est un coût. Et voilà, l'idée, c'était ça. Je l'ai développé pour ma fille, mais en partenariat avec des orthophonistes, d'abord de l'école d'orthophonie Strasbourg. Et puis après, quand on a eu des prototypes, on l'a fait développer, on l'a fait tester par des orthophonistes. Et à chaque fois, elles ont des nouvelles idées. Et puis là, on est sur une bibliothèque de plus de 1000 exercices qui vont travailler tout ce qui est phonologie, compréhension orale, écrite, mais aussi, dans le cas de la dyscalculie, juste apprendre les chiffres, les bases des calculs, voilà, et tout ce qui est stratégie de calcul également. D'accord. Donc ça en est où? Parce qu'il y avait eu une campagne de financement qui avait été lancée, qui avait eu un grand succès. Aujourd'hui, ça en est où? Est-ce que c'est commercialisé? On est en cours de production vosgienne pour la plupart. Et donc là, l'idée, c'est on va livrer courant novembre et on aura une quarantaine d'appareils à vendre avant de la fin de l'année. Et donc non, là on est lancé. J'ai hâte que donc ça c'est un prototype en impression 3D. Là, les vrais vont arriver. C'est imminent. C'est ça. Et on suivra ça. Athénaïs, quel regard vous portez sur ce genre d'outils? Non, mais c'est bien. Et en plus, je pense que ce qui est important aussi, c'est que c'est justement une seule et même objet qui rassemble plus de choses comme ça. Enfin, je sais pas, parce que moi, je me souviens que j'avais beaucoup de mal à me réadapter tout de suite à un nouveau jeu, parce qu'il y a des nouveaux trucs, nouveaux machins. Enfin, là, la concentration est concentrée sur les questions et c'est toujours le même outil. Et ça, je trouve ça bien de centraliser tout sur le même objet, comme ça, pour l'adaptation et tout. C'est ça. C'est toujours les mêmes mécaniques. Par contre, c'est les nouveaux exercices tous les mois, ce qui permet de proposer, que l'enfant ne se lasse pas. C'est l'intérêt pour les orthophonistes, parce qu'en fait, il est conçu pour être utilisé en cabinet d'orthophonie, mais aussi à la maison, parce que les orthophonistes que j'ai interviewés, elles disent, en fait, 30 minutes par semaine, ça ne suffit pas. On initie quelque chose, on plante une graine, mais il faut que les parents à la maison retravaillent. Mais c'est compliqué, les parents n'ont pas toujours les compétences, n'ont pas toujours le temps, on a tous des vies très remplies. Et donc, c'était ça aussi l'idée d'avoir un pont entre les deux et d'outiller les parents, parce que c'est compliqué. Déjà au quotidien, il faut quitter son travail, emmener son enfant chez l'orthophoniste, et ainsi de suite. Et Anne pourra mieux en parler que moi, mais l'idée c'était aussi d'aider les parents. Athénaïs, on va parler de votre bande dessinée, parce que notre émission arrive vite à sa fin. Donc, 10, c'est ordinaire. Pourquoi vous avez eu envie de mettre finalement votre vécu quelque part, par écrit et sur une bande dessinée?
Déjà, ça a commencé sur les réseaux sociaux. J'avais commencé à faire des petits strips sur Instagram qui ont très vite fonctionné parce que pour moi, j'avais plus du tout cette habitude de parler de dyslexie et en fait, je pensais que c'était complètement fini, que les dyslexiques étaient complètement intégrés en classe parce que ça fait très longtemps que je n'étais pas allée à l'école. C'est utopiste. Voilà, très bien. Et en fait, pas du tout parce que quand j'ai fait ces strips-là, j'ai eu beaucoup de gens, de parents, même d'ados qui sont venus me voir en me disant « Waouh, je me reconnais ». Mais dis donc, ça fait fort longtemps que je suis sortie et on se reconnaît encore dans ces trucs-là. Et donc, j'ai développé toutes ces histoires au départ sur Instagram. Puis après, j'ai fait une demande de financement par la Fondation de France via le concours Déclic Jeunes. Donc, c'est pour les personnes de moins de 30 ans qui veulent faire un projet. Donc, j'ai eu ce soutien-là financier. Donc, j'ai pu m'arrêter de travailler pour élaborer cette bande dessinée. Et donc, ça rassemble différentes histoires via différents personnages avec... Voilà, j'ai un personnage qui cherche un emploi, un personnage qui est en primaire, pardon. Donc du coup, via ce petit personnage-là, je peux parler de la parentalité, d'être parent d'enfant 10. Et du coup, je parle de différents troubles 10, donc pas ceux qui me concernent, mais il y a quand même beaucoup la dyscalculie et enfin voilà, ceux qui me concernent quand même. Mais par exemple, la dysphasie, j'ai eu beaucoup de mal parce que j'avais moins vous n'étiez pas concernée, donc moins de références aussi. C'est ça. Et puis après, je me suis beaucoup nourrie de gens de la communauté en fait, Instagram qui m'a un peu raconté les vécus de chacune. Et du coup, j'ai ajouté aussi différents points de vue sur les troubles 10, différentes façons de vivre ces troubles 10, parce qu'il n'y a pas une seule façon de le vivre. Bon, voilà. Du coup, un chouette projet qui montre que c'est possible quand on est aidé, quand on est soutenu, quand on travaille finalement, on arrive à avoir ce qu'on veut et à sortir ce qu'on veut finalement. Là, l'idée, c'était de montrer, parce que justement, on a vraiment des problèmes de représentation des troubles 10, et c'était de montrer, et je l'ai fait vraiment dans l'urgence, de dire, en fait, voilà le quotidien des 10, en fait. Enfin, voilà, c'était plus dans cette urgence-là de montrer les 10. Donc, et autre chose que parce que le sous-titre, du coup, c'est « Tout le monde n'est pas Einstein ». Parce qu'en fait, dès qu'on est dyslexique, on dit « T'en fais pas, Einstein aussi l'était ». Alors oui, très bien. Ça me fait une belle jambe. Et du coup, c'est important aussi de dire que non, il y a des gens du quotidien qui sont 10. On rencontre des difficultés différentes. On a tous des façons différentes de les gérer. Et voilà, c'était pour ça que le mot « ordinaire » me tenait aussi à cœur. C'est que, en fait, a priori, je suis quelqu'un d'ordinaire et je suis dyslexique et dysorthographique et tout ça. Donc voilà. Aux éditions Lapin, donc. Oui. Et on le trouve dans toutes les librairies. Oui, toutes les librairies. Anne, on va finir. Il vous reste 1 minute. De toute façon, j'ai enlevé l'oreillette. 1 minute pour nous dire l'association. Donc, on peut vous appeler si on a besoin d'aide, de soutien. Comment ça se passe ? Toutes les personnes qui sont concernées par... les troubles 10, les personnes qui sont empêchées de lire, d'écrire, qui ont des difficultés multiples, peuvent entrer en contact avec nous. Si on n'est pas concerné, on redirige dans la mesure du possible. Et on aide dans la mesure de nos moyens. Alors on n'est pas beaucoup, on est 3. Alors s'il y a des envies de venir nous rejoindre, et puis, le message, c'est 10, mais pas que. S'appuyer sur les talents des jeunes, leur permettre, les outiller pour qu'ils puissent avoir une bonne vie et un peu plus de compréhension peut-être. Et surtout, des moyens humains qui manquent. Voilà, les outils existent, les moyens humains ne sont pas là. Notre association, vous allez la trouver sur AP10 Vosges, le Facebook AP10 Vosges. Et peut-être après, au fin d'émission. Bien sûr, on retrouvera. Et puis après, il y a aussi beaucoup d'événements sur lesquels vous êtes présents, des forums d'association, des forums, des choses comme ça. Oui, handicap en fait, par exemple, sur Thaon-les-Vosges. On a un planning très, très chargé jusqu'à la fin de l'année. On peut retrouver tout ça sur les réseaux, j'imagine, et puis sur notre Internet. Facebook, AP10 Vosges. À toutes les 3 d'avoir été sur notre plateau. Merci à toute l'équipe pour la réalisation de cette émission. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vous souhaite une très belle semaine sur vous. Je te dis à bientôt.